Merci, Franck. Qu'est-ce que vous regardiez là, Franck, là, sur la photo? Moi, j'aimerais pas être à la place de celui que vous regardez comme ça. Franchement, j'ai eu un frisson quand j'ai regardé la photo. Voilà. Bien. L'état de l'art de l'entrepreneuriat dans le monde étudiant. Quels indicateurs de performance? Hubert Duhaut, vous êtes le président du cabinet InnoEco. On vous écoute et on vous interroge. Ça vous va comme ça? Ça me va très bien. D'abord, je voudrais remercier la CGE et la FNEJ d'avoir fait confiance à mon cabinet pour mener cette deuxième étude. Je ferai référence tout à l'heure à quelques éléments des résultats de la première, de façon à retracer un petit peu la perspective et pourquoi le travail que l'on vous présente maintenant. Je pense que bon nombre dans la salle savent combien je suis passionné par l'entrepreneuriat pour être un entrepreneur moi-même, hein, au moins 2 fois dans ma vie, pour en avoir accompagné de nombreux. Je vois dans la salle, je ne sais même plus où il est passé, il y a Loïc Dosser qui sait bien comment j'ai pu m'investir sur ce sujet à Paris. Alors juste pour poursuivre l'anecdote de Bush à propos de l'entrepreneuriat, il faut savoir que non seulement il ne savait pas qu'entrepreneur était un mot français, mais en fait, avant de devenir président, il n'avait pas de passeport. Voilà. Donc vous parliez du fait que ça fait 100 ans qu'un président, pour la première fois, quittait le sol des États-Unis, mais lui-même ne l'avait pas quitté avant de devenir président. Voilà. Slide premier, ce que je voudrais d'abord, je ne vais pas reprendre les chiffres, ils viennent d'être donnés, je vais juste faire quelques marqueurs sur mon analyse justement de l'entrepreneuriat étudiant. Un point premier, alors l'idée c'est de vous montrer à la fois une dynamique, hein. On sait que depuis maintenant, depuis plus de 25 ans, il y a eu des incubateurs de grandes écoles qui se sont créés, on verra, pour des raisons et des modalités diverses. Que depuis 2008, il y a une forte accélération, notamment autour de l'initiative de la création des pépites, que cette dynamique ne se dément pas. Ceci dit, bon, il faut mettre les chiffres un petit peu en recul. Alors, le premier, c'est au sein des grandes écoles, on dit que 3,3% des diplômés des grandes écoles ont créé une entreprise ou ont repris une entreprise, et que les tendances pourraient, à l'image de ce que l'on voit aux États-Unis, s'orienter vers 10%, voire plus, certains parlent de 15%. La question, c'est est-ce que c'est créer une entreprise ou reprendre une entreprise à la sortie d'école? Et est-ce que c'est souhaitable? Je pense que la réalité de la création d'entreprises et de la formation de l'entrepreneuriat, c'est que dans le cursus, et je suis bien placé pour le savoir, dans le cursus, à un moment ou à un autre, ces jeunes étudiants vont être dans une dynamique d'entrepreneuriat. Ce n'est pas obligatoirement en sortant de l'école qu'ils seront mieux placés pour le faire. Pour l'instant, les statistiques se concentrent essentiellement sur cette sortie d'école, c'est un peu dommage. Le deuxième sujet, c'est que 77% des grandes écoles, bon, vous avez eu les chiffres détaillés entre les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, ont une spécialité en entrepreneuriat. Là aussi, le vrai sujet, c'est la formation à l'entrepreneuriat. Ça peut être de l'entrepreneuriat, création d'entreprise, mais ça peut aussi être de l'intrapreneuriat, on sait bien que c'est à la mode. Et puis surtout, on voit maintenant un certain nombre de structures d'innovation et d'accompagnement des écosystèmes qui sont en train de se spécialiser sur la formation aux nouveaux modes de fonctionnement interne propres aux startups pour les disséminer et les intégrer dans les grands groupes. Donc on voit bien que la formation d'entrepreneuriat, ça n'est pas qu'une création d'entreprise. Et je pense que là-dessus, puisqu'on parle d'indicateurs, je voulais juste mettre ça un petit peu en recul par rapport à ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. L'autre sujet, c'est pour présenter le début de structuration que l'on voit apparaître sur les territoires. Alors vous avez une très belle cartographie justement des incubateurs des grandes écoles sur le territoire. Il y a des cartographies aussi sur les pépites. Le premier résultat de l'étude que l'on avait fait l'année dernière, c'est que, après un peu plus d'un an maintenant, c'est qu'on avait travaillé d'abord sur les incubateurs des établissements supérieurs de recherche et que, bien sûr, on n'avait pas obligatoirement complètement intégré la dynamique des pépites. Et pour cause, puisqu'on voit bien qu'elle est en fort développement actuellement, et qu'elle est en train de s'intégrer, et que l'on voit finalement une forme de structuration qui se met en place, à la fois autour des initiatives antérieures des grandes écoles, et maintenant du mouvement qui se fait autour des pépites, et notamment du statut de l'entrepreneur porté par Pépite. Et ça, c'est un point important. Le slide suivant permet justement de mettre ça en perspective. La deuxième étape de cette structuration, c'est la décision prise en 2018 de lancer les campus d'innovation par Madame la Ministre pour lancer autour des universités, et ça aussi c'est un point majeur,
c'est qu'on voit apparaître les universités comme des acteurs de plus en plus actifs en termes de structuration des écosystèmes d'innovation et de croissance, notamment par la mise en place d'un certain nombre d'outils intégrés autour de la valorisation, de l'animation des écosystèmes, de la création d'entreprises. Nous, dans notre cabinet, on a eu la chance d'accompagner le campus d'innovation de La Rochelle, Campus Innov, et on est en prise directe, puisqu'on est encore en train de travailler avec eux, sur voir comment c'est en train de s'intégrer, de s'appuyer sur les initiatives déjà des incubateurs des grandes écoles ou des pépites déjà existants. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on voit une structuration des écosystèmes autour d'un certain nombre d'acteurs, et les universités sont en train de prendre une place plus que significative, et j'allais dire tant mieux, et en train d'investir avec le soutien des pouvoirs publics en la matière. Et l'idée, c'est de transformer, bien sûr, les campus universitaires en écosystèmes complets d'innovation, d'être un moteur du développement économique national et local, soyons clairs, et surtout, c'est clairement défini comme s'appuyer sur les dispositifs préexistants. Donc tout le travail que je vais vous présenter maintenant, ça doit aussi se mettre en perspective de tout cela, c'est-à-dire que le travail que l'on a fait, c'est un travail de mise en place d'outils qui permettent de valoriser déjà l'existant, le travail qui est déjà fait, et de voir comment tout ce dispositif va s'intégrer et créer un écosystème opérationnel, efficace, au service, bien sûr, à la fois de la valorisation de la recherche, de la formation en entrepreneuriat, intrapreneuriat et autres, et bien sûr de la création d'entreprises. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, les premiers résultats de l'étude, j'y reviens un petit peu, mais ça permet de mettre en perspective de l'étude qu'on avait produite la dernière fois, ça avait été de mettre en évidence le positionnement stratégique des incubateurs des établissements supérieurs de recherche, de façon générique, qui était très différencié. On discernait quelques typologies. On avait essayé de mettre en place justement des typologies, pour ceux qui s'en rappellent, permettant de caractériser cette diversité au regard de l'histoire de ces incubateurs. Certains s'étaient créés dès le début, à l'origine, pour faire de la valorisation de la recherche. D'autres s'étaient créés sur des initiatives d'enseignants-chercheurs qui voulaient faire de la formation entrepreneuriat. D'autres, dès le début, ont voulu être des outils d'aide au développement économique territorial et régional. Donc on avait essayé de faire créer cette typologie, et on voit que ces typologies, il faut toujours les prendre en compte, et dans notre préconisation, on a pris aussi ces typologies très différenciées entre finalement des incubateurs qui sont malgré tout très portés sur la valorisation de la recherche, certains pas du tout, certains qui sont restés vraiment volontairement sur le sujet de la formation, mais qui ont commencé à faire de l'interface avec la valorisation de la recherche, et ceux qui sont restés vraiment sur une dynamique d'entrepreneuriat. Et puis il y a un marketing mix en fonction des incubateurs, en fonction de leur histoire, en fonction de leurs porteurs, en fonction de la direction des écoles qui les portent, etc. Mais ils se retrouvent toujours sur ces différents objectifs. Et nous, on avait à l'époque préconisé un certain nombre de facteurs clés de succès. Je vais y revenir parce que c'est important par rapport à pourquoi mettre en place des indicateurs et des tableaux de suivi d'indicateurs de performance, d'efficacité et autres. C'est qu'on avait, je voudrais les rappeler un petit peu rapidement, dessiné quelques facteurs clés de succès. Notamment, le premier, c'est la promotion d'une offre spécifique liée justement à ces incubateurs des établissements supérieurs de recherche, notamment au regard de l'émergence d'initiatives privées. Vous connaissez tous maintenant les incubateurs privés, les Village by CIA, la F, etc., etc. Le renforcement d'une masse critique, on a parlé tout à l'heure de changement d'échelle. Je pense que c'est plus que jamais d'actualité et c'est important. Moi, je continue de tirer mon chapeau à tous les directeurs d'incubateurs qui arrivent à faire des merveilles avec des moyens plus que limités. Et on va y revenir. Pourquoi ces indicateurs? C'est pour les aider à trouver plus de moyens, à affirmer leur légitimité dans l'action qu'ils mènent. Il y avait un autre point qui était de mutualiser avec les opérateurs de l'écosystème. Bon, ça c'est un point important, notamment avec tous les nouveaux opérateurs issus du PIA. Je pense au pôle de compétitivité, aux différentes plateformes technologiques, etc. Et puis, il y a un sujet qu'on a beaucoup moins abordé, mais que je voudrais conserver, d'autant que c'est dans le volet campus innovation, ça fait partie aussi des attentes, c'est d'internationaliser les programmes à travers les réseaux internationaux qui sont portés par les écoles qui portent les incubateurs, mais aussi on voit dans les campus innovation, de façon à créer des masses critiques qui deviennent attractives pour attirer des talents qui viennent se former dans les établissements ou des talents qui vont faire de l'entrepreneuriat en local. C'est les actions que mènent un certain nombre d'acteurs, notamment en termes d'incubateurs internationaux. Alors,
maintenant, je vais passer, j'allais dire, à l'outil même que l'on a proposé, de préciser. L'idée, pourquoi un tableau d'indicateurs, je pense que certains ont déjà lu l'étude, hein, c'est bien d'aider les écosystèmes entrepreneuriaux développés tant par les pépites et les grandes écoles à devenir plus efficaces et compétitifs, en sachant toujours quels sont les indicateurs de leur action, de leur performance et comment ils le valorisent. Mettre en place un tableau d'indicateurs qui permette la collection des informations et des meilleures pratiques. On a parlé des meilleures pratiques tout à l'heure, mais c'est un point majeur et important. Et surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de simple. Je vais revenir dans le slide d'après, justement, s'il y a moyen. En fait, on a fait tout un travail d'analyse méthodologique. Il y a des belles parutions scientifiques sur le sujet, sur le suivi d'indicateurs. Vous avez des opérateurs qui ont proposé 80, 90 indicateurs, etc. La réalité, il faut la ramener à votre situation. C'est que vous êtes des petites structures. On l'a dit, dévoués, vous faites un travail fantastique et vous n'avez certainement pas de moyens réels d'administration, de suivi de vos indicateurs. C'est quand même le fond du sujet. Et pourtant, c'est un petit peu mon plaidoyer, c'est de dire, il faut malgré tout, pour votre avenir, pour votre succès, pour rassembler les moyens, pour convaincre en interne, justement, notamment par rapport à votre direction. Là, je m'adresse aux directeurs d'incubateurs en face de leur directeur d'école. Il faut que vous prouviez que tout ce que vous faites, il y a des retombées, il y a une efficacité derrière, il y a un intérêt. Et donc, nous avons fait un travail justement de proposition d'indicateurs qui reste limité, c'est volontaire, qui est structuré autour des 3 grands volets qu'on avait discernés la dernière fois en matière de typologie, qui sont bien sûr tout ce qui est partie formation, sensibilisation à l'entrepreneuriat, tout le volet valorisation de la recherche, même si... vous voyez que ça reste marginal, et dans le tableau, ça reste marginal aussi. Et tout le volet création d'entreprise, qui reste quand même un des indicateurs classiques, notamment quand on demande des subventions ou des aides aux acteurs territoriaux. Et puis, une valorisation de l'impact économique. Donc c'est comme ça qu'on a structuré cet outil. Alors comment on l'a mis en œuvre et comment j'arrive à ces préconisations, et je vais balayer très rapidement chacun des items, mais vous les avez sous les yeux dans l'étude. Pas tout de suite pour le changement. On a fait donc cette analyse bibliographique de ce qui existait. On a essayé de rester très simple et très structuré sur les 3 volets que je viens de vous donner. On a fait une enquête auprès de plusieurs écosystèmes où étaient intégrés à la fois des pépites et des incubateurs. Il faut savoir que, sans donner de chiffres, ils sont dans l'étude, on a eu 30% de réponses, qui montrent la difficulté qu'ont, même si les gens sont intéressés pour répondre, la difficulté qu'ont les acteurs et les opérateurs à disposer de ces éléments-là. Donc ça montre bien qu'il y a un problème là-dessus. Et puis, on a fait un test, grandeur nature, et on a essayé de préconiser un outil relativement simple. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, je pense pas, je le sais, certains d'entre vous disposaient déjà de partie, du tout ou partie de ces éléments-là. D'autres n'en ont pas du tout. Hein. Je crois que c'est clair, il faut l'intégrer. Et notre préconisation, notre proposition, et je reviendrai dans les questions-réponses, vous aurez du temps pour ça, je ne vais pas être trop long là-dessus, c'est justement de voir comment vous intégrez ces solutions et les appliquer. Très rapidement, quand même, nous avons été très attentifs sur les préconisations en relatif au temps passé sur le suivi. Donc on a essayé de prendre des indicateurs simples. Et il y a des indicateurs, il faut savoir qu'un des indicateurs les plus compliqués à avoir, parce que ça prend du temps et que ce n'est pas obligatoirement ce que l'on fait, c'est le suivi des projets que vous avez accompagnés une fois qu'ils sont sortis chez vous. On sait que c'est ce qui prend le temps, pourtant il y a plein d'outils, il suffit de faire de la recherche, il suffit de faire de la veille, etc. Mais la réalité, c'est ce qui est le moins assumé pour les uns et pour les autres. Donc on a essayé de mettre en place un certain nombre de préconisations qui sont liées à ça. Bien, alors je vais aller rapidement dans le tableau des indicateurs, si on peut y aller, ça y est. Donc le premier, c'est sensibilisation et formation à l'entrepreneuriat. Très clairement, là, l'idée, c'est des chiffres que vous avez tous, notamment dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur, parce que c'est valorisé en termes de promotion de l'école sur le pourcentage de modules d'entrepreneuriat qui sont suivis, le pourcentage d'étudiants, etc. On a redonné les chiffres, etc. Il faut juste le rappeler, ça, de toute façon, ça ne sera pas compliqué à prendre en compte, mais ça fait partie des indicateurs. Le deuxième,
La valorisation de la recherche, nous on tient. Alors il y a plein d'incubateurs qui ne font absolument pas valorisation de la recherche. Nous on considère que le triptyque est en prendre en compte dans la typologie. Et donc l'idée, là, c'est quand même de valoriser le pourcentage de projets qui sont issus de la recherche portée par les écoles. Je pense à certaines écoles d'ingénieurs qui ont une action majeure en la matière. Qui parfois sous-traitent d'ailleurs leur valorisation à d'autres incubateurs, même des incubateurs qui ne sont pas dans la sphère de l'enseignement supérieur de la recherche. Et donc, c'est un point important parce que pour elles aussi, c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les projets qui restent en interne et qui sont accompagnés. Et puis, bien sûr, à faire de la valorisation de la recherche sans création d'entreprise derrière, c'est quand même pas la même chose. Donc l'idée, c'est d'évaluer le pourcentage de création d'entreprises qui sont liés à cette valorisation de la recherche. Bon, après, c'est les indicateurs de création d'entreprise. Ils sont en 2 volets. Donc, je le disais, c'est le suivi des projets. On sait bien qu'il y a dans toute évaluation d'un incubateur, il y a la problématique du taux de sélection. À quel moment on fait de la sélection ? On sait bien, par exemple, que sur les pépites, elles sont sur une dynamique de sensibilisation, il n'y a pas de sélection à l'entrée, et que finalement, quand on essaye de faire l'évaluation du nombre de projets liés au nombre de personnes qui ont suivi les formations, on est sur des taux assez faibles. Mais c'est normal, c'est volontaire. Il faut bien l'intégrer, mais encore faut-il l'afficher pour que ce soit bien clairement précisé. Sur le suivi des projets, ce qui est intéressant, avant, c'était d'avoir le nombre de projets expertisés, la création d'entreprises, en fait, la chaîne de valeur, justement, de la création d'entreprises liée à la démarche de sensibilisation initiale. Après, le statut des porteurs de projets, c'est intéressant de savoir, notamment pour tous les incubateurs qui travaillent avec leur réseau alumni. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu une manière de boucler la boucle. Les alumni sont d'excellents pourvoyeurs de très bons projets dans les incubateurs et finalement, on le sait bien, c'est très souvent les meilleurs projets. Des gens qui reviennent au bout de 10 ans d'expérience, qui reviennent d'un grand groupe ou qui reviennent de structures et qui créent leur entreprise avec toute l'expérience voulue et les réseaux voulus surtout. Et puis après, le volet offre d'accompagnement, accompagnement humain, accompagnement financier, comment on les valorise et on les évalue, etc. Ce sont des chiffres ou des indicateurs qui ne sont pas compliqués à rassembler. Il faut juste un peu de rigueur et un peu de travail de fond et mettre en place les moyens en interne, voire utiliser des étudiants disponibles pour faire ce travail-là, mais c'est un point majeur. Voilà. Donc, slide d'après, l'impact économique. Alors, pourquoi on rajoute l'impact économique ? C'est que beaucoup des incubateurs font appel aux régions ou aux collectivités pour financer peu ou prou de leur activité. Et systématiquement, vous savez bien que les collectivités, elles évaluent leur impact et leur implication, notamment sur le nombre d'emplois créés ou des choses comme ça. Donc, il faut absolument les intégrer. Et on sait bien qu'après, au-delà des emplois créés, c'est le chiffre d'affaires généré. Enfin, il y a des grands incubateurs dans la salle qui savent très bien de quoi je parle et comment ils sont screenés sur ces sujets-là. En fait, il faudrait que tous les incubateurs puissent assurer ce genre de suivi parce que c'est important, notamment pour le développement de vos moyens. Bien. Donc, je rappelais la prise en compte de la difficulté à assurer ce suivi. Je le répète une 3e fois. On l'a bien pris en compte. C'est pour ça qu'on est arrivé à aussi peu d'indicateurs. C'est volontaire. Dernier point, pour ne pas les traver trop longtemps. En synthèse, je voudrais rappeler que ce tableau, c'est un outil, ce n'est pas un outil d'évaluation. Soyons clairs. Ce n'est pas un outil d'évaluation. Ça peut être un outil d'auto-évaluation pour vous-même, mais l'idée n'est pas que une instance ou des partenaires territoriaux, etc., vous screenent et vous comparent, etc. C'est un outil d'auto-évaluation, mais c'est surtout un outil de benchmark qui devrait participer au sein de vos communautés pour échanger sur les bonnes pratiques et pour assurer les suivis et essayer de comprendre pourquoi vous êtes sur telle ou telle valeur. Ça impacte quoi ? Ça peut impacter votre politique de sélection, ça peut impacter votre politique de formation, dans quelle mesure vous poussez ou pas les entrepreneurs à créer de l'entreprise ou pas, enfin bref. C'est en lien avec vos choix stratégiques et vos orientations stratégiques. Et c'est bien un outil qui doit vous permettre, après aussi, à développer vos capacités et vos moyens. Donc, l'idée, on a essayé de créer un tableau générique qui ne va pas s'appliquer à chacun d'entre vous, soyons clairs, qui ne va pas s'appliquer, par exemple, aux pépites de la même façon qu'un incubateur de grandes écoles, qui ne va pas s'appliquer de la même façon avec un incubateur de grandes écoles qui a une orientation très techno, avec un incubateur qui va faire plus de projets sociétaux. L'idée, c'est que vous vous empariez de peu ou prou du tableau, mais que vous gardiez ce référentiel. Parce que l'idée, malgré tout, c'est que quand on fait l'agrégation et le cumul de toutes les informations qu'on remontera,
D'abord, on aura une image justement du périmètre des écosystèmes, comment ils fonctionnent et comment ils fournissent de la valeur ajoutée à leur écosystème. C'était l'objet de notre première étude et on y revient. Le premier constat de la première étude, c'est qu'on n'avait pas ces chiffres, on n'avait pas ces éléments d'évaluation. Or, on était parti sur cette idée au début. Et donc là, ça permettra de valoriser le travail que vous faites et de valoriser l'action que vous menez et de s'intégrer dans les dynamiques, notamment du campus de l'innovation, telles qu'ils sont développées par le gouvernement et toutes les actions que vous menez en la matière. Voilà. Merci, franchement très précis. Hein. Est-ce qu'on peut passer à la séance de questions? Réponses? Est-ce qu'il y a des Bien questions sûr. dans la salle pour Hubert? Question là-bas. Ouais. Ah, André va faire du sport, je pense, parce que... You run. Bonjour, Anne-Blandine Elias, ESEO, Angers, une école d'ingénieurs. Je voulais savoir, donc là c'est pour piloter l'activité, et vous concluez sur la partie partenariat. Et quels indicateurs, j'ai pas l'impression d'avoir vu les indicateurs autour des partenariats ou des partenaires qu'on peut mobiliser autour de nos incubateurs. Est-ce que c'est intéressant ou comment les prendre en compte? Je sais que moi je suis en partenariat avec l'incubateur du territoire et donc on co-encadre et on accompagne. Et comment on peut s'attribuer réciproquement les résultats de nos accompagnements? S'attribuer réciproquement. La question est déjà, il y a un début de réponse dans la question. Eh bien, bien volontairement, on n'est pas allé à ce niveau parce que c'est difficilement quantifiable. Ça fait partie d'une liste, j'allais dire, quand on fait un compte-rendu d'activité, mais là, ça va à un autre niveau. Il faudrait qu'il y ait des comptes-rendus d'activité qui s'appuient sur ces tableaux de bord, qui sont relativement simples, mais sur un tableau de bord aussi limité, on ne peut pas illustrer toutes les dimensions que vous êtes en train de développer au sein de votre incubateur. Ça, je pense que c'est un point important. Par exemple, vous parlez de votre école et d'un certain... Vous avez chez vous des alumni bien connus maintenant. Voilà. Comment est-ce qu'on valorise votre réseau d'alumni avec le résultat de certains? Ça ne rentre pas dans un tableau de cette façon-là, ça rentre dans un compte-rendu d'activité et de l'action que vous menez en la matière. Donc voilà, je crois que ma réponse, c'est de dire on a été volontairement très synthétique et restrictif pour vous donner le minimum de ce qu'il faut donner dans un compte-rendu d'activité, dans un support d'échange avec vos différents partenaires internes ou externes. Ça ne vous exclut pas de faire des beaux compte-rendus d'activité qui valorisent le reste de l'action. Quand vous parlez de partenariat, on sait bien, quand on fait de la co-incubation, qui retire les profits, l'intérêt, est-ce qu'on fait du double compte? Il ne faut pas le faire trop longtemps parce que tout le monde s'en rend compte. Voilà, ça ne se rend pas dans un tableau de bord, ça rentre dans un mode d'explication. Une question devant, je vais vous apporter, tu ne déranges pas André. Merci. Driss Selotmani de l'ESA, École supérieure d'agriculture Angers. Je suis référent entrepreneuriat. Je reviens juste sur, dans les tableaux de bord, un indicateur qu'on a, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. Est-ce que vous avez, avec des bonnes pratiques, sur les difficultés des opérateurs de disposer des informations de créateurs d'entreprises après 5 ans, 6 ans? On n'arrive pas. Bien, alors je parle sous le couvert d'opérateurs qui font ça depuis très longtemps et très bien. Et j'avais beaucoup travaillé à une époque. C'est qui? Non, mais voilà, c'est Paris Eco. Et si vous allez sur leur site internet, ils vont jusqu'au chiffre d'affaires cumulé des entreprises qui ont été accompagnées année par année. Voilà. Donc, on peut trouver tous les renseignements nécessaires. Ça demande du temps. On commence par société.com. On trouve les effectifs, on fait le suivi et on finit par faire des enquêtes surtout. Et voilà, il faut faire des enquêtes. C'est pour ça que quand je parlais de la difficulté d'assurer le suivi d'un certain nombre d'indicateurs, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est qu'une enquête qu'on lance, quand on a 12% de réponse, on est content. Or, là, ce qu'on voudrait, c'est une enquête complète à 100%. Donc voilà, ça fait partie d'actions à mettre en œuvre. Et c'est aussi dans la fin de notre étude, on préconise, il y a des choses qui peuvent se faire sous forme de veille automatique. Il y a 60 ou 70% des informations qu'on pourrait avoir sous forme de veille automatique en indexant des moteurs de recherche sur des mots-clés de façon à assurer le suivi de son, entre guillemets, cheptel. Voilà, ça existe. Nous, on nous a dit de ne pas aller trop loin là-dessus. Il y a des opérateurs qui développent des plateformes justement de suivi d'indicateurs. Ça peut très bien être adapté pour nos métiers. Les informations, elles sont de plus en plus publiques.
Ou alors on fait de la veille, on fait du suivi, on fait de l'information. Mais de toute façon, et on complète par des enquêtes. Ça révèle en tout cas l'ambition que doivent avoir toutes les écoles de travailler sur leurs alumni. C'est un sujet sur lequel je pense que vous êtes tous investis, engagés, et sur lequel il faudra être extrêmement performant pour leur demander des sous dans le meilleur des cas, et pour savoir ce qu'ils deviennent, évidemment, pour tracer évidemment les anciens diplômés. Une question. Bonjour, Ilan Sialom de Schema Ventures. Déjà, merci pour cet indicateur. C'est vrai que c'est très très intéressant pour les opérationnels au jour le jour. Juste une question par rapport à... je confirme ce que dit monsieur, hein, trouver des informations, on a eu beaucoup de difficultés à les trouver. On arrive finalement à un 91% de taux de survie à 5 ans de nos entreprises sur Schema, mais un travail qui a été très long et fastidieux, très très dur. Mais il y a d'un côté cette capacité, si vous voulez, à voir où sont partis nos alumni, mais aussi de les remettre dans le système, à jouer sur l'inclusivité. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu, peut-être que je l'ai mal vu, hein, j'ai mal vu le tableau, mais comment les alumni rentrent à nouveau dans le système, non pas en tant que créateur d'entreprise, mais en tant que mentor. Aujourd'hui, on a un réseau sur lequel on s'appuie de 400 mentors qui viennent d'alumni, mais dans tous les domaines. Là, on revient aux préconisations de la première étude. Très clairement, la valorisation du réseau des alumni, c'est un vrai sujet. Puis j'ai la chance à la fois de moi d'en être et puis d'avoir des enfants qui commencent à l'être et qui commencent à réaliser la valeur du réseau. C'est assez amusant de voir comment ça leur fait un choc, quoi. Positif, hein. Une question. Nous avons le plaisir d'avoir la région Île-de-France qui va nous annoncer un événement. Mais il faut le faire maintenant, profitez-en. Au-delà de la pub, la région Île-de-France organise lundi après-midi les assises régionales de l'entrepreneuriat étudiant. Ça va reprendre les 4 sujets, donc ça aura lieu dans les locaux de Saint-Ouen. Il y a même Jean-Pierre Boissin qui interviendra du coup. C'est un volet sensibilisation et formation, un volet sur les différents programmes d'accompagnement, un autre volet sur les deep tech, l'entrepreneuriat, et un dernier qui concerne la lisibilité de l'offre sur l'entrepreneuriat étudiant francilien, avec un témoignage de plusieurs porteurs de projets. Et moi j'avais une question, c'était à propos de la répartition des profils des différents étudiants entrepreneurs entre les universitaires, les écoles, et profils grandes écoles, et puis chercheurs. Est-ce que vous avez un peu un ordre d'idée sur ces thématiques? Imen, 10 décembre, au fait, pour c'est les toi qui as les derniers chiffres en tête. Ouais. Il faut parler dans le micro, Imen, parce que alors là... Oui, c'est vrai. Elle peut chanter, de toute façon, Alors, Pierre. quelle était la question précise? C'est la répartition entre les universités, les grandes écoles? La question. Monsieur Boissin nous dira combien il y a d'étudiants entrepreneurs à l'université. Hein? Moi, j'ai toujours enseignement supérieur, j'ai pas de distinction. Ah bah d'accord, alors là, mais en plus... Et je crois que même dans les... Je me bats pour travailler sur l'ensemble. De toute façon, Bon, bah, écoutez. Effectivement, il y a l'enquête Petit Poussé, mais ce n'est pas l'enquête CGE, qui dit que 75% des étudiants, des étudiants entrepreneurs sont issus de profils grande école. Voilà. Ça, c'est les derniers chiffres qui existent aujourd'hui. Il y a contestation. Monsieur Boissin opine du chef. Enfin, dit non, quoi, tout simplement. 75%, c'est les startups qui sont... Les grandes startups françaises sont issues des grandes écoles. C'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même chose. Si je suis auto-entrepreneur, je suis entrepreneur quand même, non? Bah oui, d'une certaine façon. Là, c'était un chiffre sur C'est un les des- sur les réussites des startups. Oui. De 74%. Non, mais la question a le mérite. La question a le mérite de savoir que d'un point de vue statistique, on est un petit peu On est largué, hein, à visiblement. la rue. C'est pour ça qu'on travaille déjà au moins sur les opérateurs, au niveau des opérateurs, de mettre en place un certain nombre d'indicateurs assez simples à suivre. Et après, il faudra raffiner. Moi, je pensais juste à une chose, c'est qu'on a les statuts, on a toutes les personnes qui ont le statut d'entrepreneur, on pourrait faire une enquête dessus. Peut-être qu'on a les chiffres, peut-être Non, pas. non, mais c'est très... Voilà. Sont-ils disponibles? Ne Sont-ils commencez pas, ne diffusables? commençons Je pas à sais débattre, monsieur Boissin. Je sens que vous êtes chaud. Non, on a le chiffre. Il y a une base de données, on a les 3700 étudiants entrepreneurs. Une Ce question. qui est très difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont dans toutes les crèmeries. La meilleure preuve, c'est que le statut étudiant-entrepreneur, on peut le conserver avec le diplôme étudiant-entrepreneur, qui est post-diplôme. Et là, c'est souvent dans les universités, parce que c'est un DU. Et donc, si après on était complètement pervers, Ce qui n'est pas notre cas. non, eh ben on pourrait communiquer sur 80% des étudiants de la station F, par exemple, il y a un programme Pépite avec la région Île-de-France, sont universitaires parce qu'ils sont tous inscrits à Paris Sud ou dans des universités avec le D2E. Mais ils sortent au préalable, ils avaient fait Centrale, ils avaient fait... Donc, statistiquement, il y a un biais.
Ah non, ça veut dire qu'un étudiant, tout simplement, il peut être être passé dans un IUT, puis après dans une école d'ingénieur, il peut avoir fait une prépa, une école d'ingénieur, et puis après revenir dans le statut par le D2E, et à partir de là, on va donner des chiffres. Allez, madame. Bonjour, Guillemette Bresse de l'école centrale Supélec. J'ai un point d'interrogation, en tous les cas, nous, un point qui nous pose question, et je pense que ce sera partagé par pas mal d'établissements. Il y a une vraie question du rôle modèle, notamment des enseignants-chercheurs vis-à-vis de nos étudiants pour la création d'entreprises. Or, aujourd'hui, la loi qui est en vigueur, la loi Allègre, qui est en vigueur depuis un paquet d'années, ne permet pas non plus d'aller très très loin quand on est enseignant-chercheur dans le dispositif de création d'entreprise, puisqu'à part être consultant scientifique ou des choses comme ça, on ne peut pas diriger sa propre entreprise. Du coup, est-ce qu'il y a des possibilités d'action ou des moyens pour pousser un peu ces dispositifs-là? Parce qu'il nous semble que la vertu de l'exemplarité serait une bonne chose pour nos étudiants. On peut peut-être ramener tout le monde pour le débat, parce qu'en fait, on fait le débat. Hein, c'est ça, André, hein, non, mais s'il n'y a pas de réponse, je vais dire qu'il va y avoir un début de réponse, hein, soyons clairs. D'abord, il y a une évolution du statut de la loi Allègre, hein, qui est en cours. Ça, c'est une première chose. Donc, ça devrait arriver à un assouplissement et une facilitation pour que les enseignants-chercheurs soient en situation de porter une entreprise en même temps. Voilà. Après, je ne sais pas où en sont les délibérations, les avancées. Vous voulez poser une question, monsieur? Non, Madame a posé la même question. Ah, d'accord. Ça fait bouger, hein, votre étude. Oui. En tout cas, ça fait réfléchir. Et en tout cas, il y a des questions qui sont soulevées par le traçage, ou en tout cas le suivi de l'entrepreneuriat dans les écoles et dans les universités, qui ne sont pas anodines et qui révèlent en tout cas qu'il y a une ambition dans tous les établissements du supérieur. Oui, je voudrais juste réagir pour conclure. J'allais dire, le mauvais côté des choses, c'est qu'il y a des biais statistiques partout et qu'on a un peu de mal à cartographier et à évaluer les différentes composantes et d'assurer le suivi. Le bon côté des choses, c'est qu'on en parle et qu'il y a maintenant une masse critique et il y a des initiatives qui font qu'on est en train de se poser ces questions. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Hein, c'était pas, voilà. Donc moi, je pense que je reviens au début de notre étude. En 15 ans, on a fait un chemin fantastique sur la valorisation de l'entrepreneuriat à tous les niveaux, y compris au niveau de l'entrepreneuriat étudiant. La dynamique est là. Et entrepreneur, à mon avis, je pense que les Américains vont comprendre que c'est un mot français. Ceci dit, j'avais eu le même échange. Pour certains, ils savent que j'étais aux États-Unis avec des grands banquiers américains et je leur avais sorti ça aussi dans la figure parce que, voilà, on a du travail à faire et je pense que le mouvement et tout ce qui se passe dans toutes nos métropoles et dans tous nos territoires sur l'entrepreneuriat, c'est en train de changer l'image de la France et c'est comme ça le plus important. Ben voilà, merci beaucoup Hubert. Merci, on peut l'applaudir.